Bien, alors je vous propose de commencer sur le sujet du jour avec, comme d'habitude, la présentation de Simco Consulting, le temps que tout le monde puisse se connecter, nous rejoindre. Alors vous commencez à nous connaître, hein, Simco Consulting, nous sommes donc une entreprise d'origine italienne basée à Chalon-sur-Saône en France, 40 ans d'expérience, un peu plus de 600 clients, on doit être à 630 ou 640 clients maintenant pour 2500 projets ou pas loin. Notre essence, c'est de vous aider à mettre en performance vos activités d'entreposage, de distribution ou d'entreposage d'usine. Euh, on vous accompagne dans tout ce qui est donc design solution, donc intralogistique d'usine, intralogistique d'entrepôt. On va approcher la production sans rentrer directement dans le process en lui-même. Hein, c'est pas notre métier bien sûr. Alimentation donc de ligne de production, évacuation de ligne de production, schéma directeur logistique évidemment, et puis donc toute cette partie d'optimisation aussi bien sur la partie flux que sur la partie stockage. À travers également donc, des études de faisabilité où on va beaucoup travailler sur des options d'automatisation à l'heure où les mètres carrés d'entrepôt deviennent rares et la pénurie se fait sentir également sur les effectifs avec des difficultés de recrutement. Nous avons une activité de simulation de flux qui nous permet de reproduire digitalement une activité, un process ou un ensemble de process, d'avoir un visuel et donc de paramétrer des fréquences, des cadences, des pannes, sur des taux de fatigue également, sur des machines, sur des hommes, sur des process, etc. Et donc de pouvoir faire évoluer des modèles sans perturber ni les collaborateurs ni les clients. Ce qui est plutôt une bonne chose en général, d'arriver à affiner un modèle sans perturber personne. Nous accompagnons des prestataires logistiques pour répondre à des appels d'offres de clients. Nous accompagnons des donneurs d'ordre pour aller identifier le bon prestataire logistique et on verra qu'en termes de prestations et en logistique en général, évidemment, les indicateurs sont forcément d'actualité encore plus que jamais. Et nous avons donc depuis un peu plus d'un an maintenant un catalogue, une activité de formation, puisque nous sommes certifiés Calliope, et pour faire progresser non seulement les organisations, mais aussi les hommes et les femmes, bien sûr, qui sont derrière ces organisations. Voilà. Plus précisément, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui parmi l'ensemble de notre offre, hein, on touche aussi au sujet un peu plus généraux, supply chain, tout ce qui est ordonnancement, planification, gestion des stocks, prévision de demande. On est aujourd'hui, donc on va vraiment focaliser notre webinaire sur la logistique d'entrepôt, sur l'externalisation des transports, avec des notions d'action, d'amélioration continue, puisque les indicateurs vont nous permettre de progresser donc au quotidien, et on verra que les indicateurs, il en existe pas mal. Voilà, notre certificat Calliope, et puis nous avons donc, comme d'habitude, on vous présente un peu quelques-uns de nos clients, des beaux clients, des grands, des petits, tout secteur d'activité, encore une fois, plutôt, on peut avoir des distributeurs, des industriels et également des prestataires logistiques. Juste le temps que vous avez ces logos sous les yeux, pour vous informer et pour vous redire que, comme d'habitude, vous avez un outil donc, qui vous permet de poser vos questions à travers un chat auquel je me ferai un plaisir de vous répondre donc, à l'issue de la session. Et si c'est des questions bloquantes et que je ne sais pas répondre, je me ferai un plaisir de vous rappeler par la suite pour répondre à ces questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil. Et puis, quand vous êtes connecté, vous êtes inscrit, vous allez recevoir un lien pour télécharger à la fois le support de présentation qui est utilisé, puisque vous verrez, il y a beaucoup d'informations, c'est très dense, et en 1 heure de temps, on n'aura pas le temps de tout développer. Et puis, vous aurez également un accès au replay si vous souhaitez revoir cette vidéo. Le programme du jour, et j'espère que tout le monde a pu nous rejoindre, le programme du jour, donc, c'est d'identifier toujours cette mise en contexte, les mesures, les indicateurs de performance. C'est de faire un focus sur ce qui nous intéresse ici, donc
les indicateurs en termes d'entreposage et de transport. Ensuite, il y a les indicateurs en termes d'exécution de services et puis des indicateurs qui vont permettre de contrôler les performances. Donc, on verra qu'on est sur différents niveaux d'indicateurs qui peuvent être des indicateurs de suivi, des indicateurs de performance et puis des indicateurs contractuels quand il s'agit donc d'une relation, alors d'une relation donneur-d'ordre-fournisseur ou d'une relation de partenariat, puisqu'on aime bien maintenant parler plus de partenariat que de fournisseurs. Avant de commencer, je vous propose un petit quiz et je vous propose d'utiliser le chat pour répondre à ce quiz. Alors, j'ai pris deux de nos clients. Je me suis permis d'aller chercher des illustrations sur des produits de deux de nos clients. J'ai pas pris de casserole, évidemment, parce que je fais pas de politique. Mais on a pris des poêles pour un client qui communique beaucoup aujourd'hui, puisqu'il fabrique des casseroles en France. Et donc, de la commande client à la livraison, on passe par les approvisionnements, la production, la préparation. Et en l'occurrence, imaginons que on soit prestataire logistique, qu'on ait des commandes qui concernent ces deux marques-là. On nous commande un lot de poêles, enfin on nous commande 50 lots de poêles et puis 50 lots de céramique, donc je cherche le nom de terrine à pain, on va dire. Voilà, tout va bien, on en prépare 50 et 50 et au dernier moment, on s'aperçoit que il y a une terrine qui a un souci de fissure ou un problème d'aspect du colis. Et donc, on préfère ne pas la mettre, on n'en a pas d'autres en stock et donc on en sert 99. La question, c'est quel est finalement le taux de service. Je vois qu'il y a des réponses qui commencent à arriver. Quel est le taux de service qui va être lié ici à cette préparation de commande? On nous en commande donc 2 fois 50, on en livre 50 plus 49. Allez, on va faire du suspense, on va dérouler jusqu'au bout pour avoir le résultat. Et je vous propose donc d'attaquer par quelques exemples très simples d'indicateurs. Le premier, vous êtes peut-être en train de chercher des destinations pour vos vacances. On est au mois de mai, il commence à faire beau et on se dit tiens, où est-ce qu'on va aller? Eh bien, on va aller chercher cet indicateur ou ces indicateurs au pluriel, mais qui groupés ensemble donnent des significations. Ben voilà, sur tel pays. Donc, je suis allé sur un site internet. Voilà la période idéale pour partir en vacances parce que la température est bonne, parce qu'il y a du soleil, parce qu'on peut faire de la plongée, parce qu'il ne pleut pas beaucoup, etc. Donc, typiquement, ça, c'est un indicateur qui va nous permettre de prendre une décision et de savoir si oui ou non on peut viser d'aller dans ce pays plutôt pendant les congés d'été ou si c'est mieux d'y aller sur les périodes de fin d'année, par exemple. Autre indicateur que vous connaissez bien, puisque tout le monde l'a dans la poche, est-ce que j'ai bien du réseau, est-ce que j'ai bien de la batterie, sinon je suis foutu. Donc ça permet d'anticiper. Alors soit d'anticiper parce qu'on peut venir recharger un téléphone ou parce que on peut limiter son utilisation parce qu'on n'a plus beaucoup de batterie et on ne peut pas le recharger dans un premier temps. Soit subir parce que on constate désespérément qu'on n'a pas beaucoup de réseau et du coup, on agit et on fait en sorte. Autre indicateur, c'est celui que vous pouvez utiliser quand vous allez dans une ville ou une autre que vous ne connaissez pas. Vous avez donc ces systèmes de guidage qui vous permettent soit d'aller à un point B, donc soit à pied, soit en voiture, soit en vélo, soit donc à travers des réseaux de transport en commun. Donc ici, on est plutôt c'est un système qui nous permet non pas d'avoir un indicateur direct en disant tiens, j'ai mis 13 minutes pour faire le trajet, mais bien d'anticiper, de faire un choix parmi différentes possibilités. Un indicateur en Formule 1, sans faire de pub évidemment. Un autre qui peut faire grincer quelques dents, c'est ce fameux compteur Linky qui nous permet donc à la fois d'avoir une visualisation en temps réel d'une activité et à la fois donc d'avoir un recul et des courbes de consommation. Et puis j'arrêterai presque par un indicateur, par des indicateurs, des systèmes d'indicateurs que vous connaissez bien,
on rentre dans une notion de tableau de bord et ce tableau de bord vous permet d'éviter d'avoir un autre indicateur qui se déclenche qui s'appelle le radar et qui génère à la fois du prélèvement de compte bancaire et des points sur un père. Bien, alors, je pense que l'introduction est faite. Pour parler d'indicateurs, on a tous conscience que finalement, même sans s'en rendre compte, même sans réfléchir, on utilise et on a besoin de ces indicateurs parce que si on n'avait pas de compteur de vitesse sur nos voitures, on aurait un petit peu de mal à respecter les vitesses et à calibrer nos vitesses en passant devant un radar qu'on a même bien fait. Prendre des décisions dans l'entreprise sans avoir un indicateur peut avoir différents impacts à tous les niveaux de l'organisation. La direction pourrait se consacrer exclusivement, et il y en a qui le font, hein, et on en connaît tous, je pense, donc exclusivement et grande majoritairement donc à la production. Si à côté on n'a pas un indicateur, un contrôleur de gestion, un indicateur de gestion qui nous dit bah, ok je produis beaucoup, mais par contre je fais pas de marge sur ces productions, on va avoir du mal à boucler les comptes sur la fin de l'année dans l'entreprise. On peut avoir des stratégies qui sont plus sur la quantité que la qualité. On peut avoir des absences de prise de décision, puisque sans évolution, sans indicateur, on n'a pas cet événement déclencheur, on n'a pas ce ressenti qui nous permet de prendre justement, de cibler des plans d'action et des décisions, puisque les plans d'action vont forcément être joints à ces indicateurs. Et puis, on a bien souvent malheureusement des réactions qui sont plus dans la réaction plutôt que dans l'anticipation. Et donc, on va constater l'inefficacité, des problèmes de marge parce qu'on ne maîtrise pas nos coûts, des problèmes d'information au niveau donc de la direction, du comité de direction générale. Hein, et ça, c'est valable à tous les services. Et puis, donc, on va louper des occasions de progresser et au final, on perd de la compétitivité. Alors, on connaît, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais Deming, hein, qui nous a fait la roue, le PDCA, on va en parler juste maintenant d'ailleurs, hein, planifier, faire, vérifier, check, donc agir, hein, puis plan, do, check, act, de manière à avoir ce système de management de la qualité et de l'amélioration continue, de progresser en permanence, donc qui nous dit que si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas gérer. Et puis, l'ex-président et PDG donc General Electric entre 1980 et 2001, M. Welch, qui nous dit que vous obtenez ce que vous inspectez et pas ce que vous attendez. Effectivement, si on constate une situation et qu'on reste les bras croisés en disant ça doit s'améliorer, avec un peu de chance ou avec beaucoup de chance, ça peut s'améliorer, mais si on n'agit pas et si on ne cible pas les actions sur lesquelles ou les boutons sur lesquels il faut appuyer, on va avoir du mal à s'améliorer. Et ça, c'est valable au quotidien, c'est valable aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'on mesure? Parce qu'on a besoin d'améliorer nos processus. On a besoin en permanence de les faire évoluer parce que le contexte bouge, parce que les données bougent, parce qu'aujourd'hui, un indicateur qu'on a dans un entrepôt, quand on va compter par exemple un nombre d'unités expédiées, ok, pourquoi pas, mais les unités elles sont plutôt sorties en palette complète, à la couche, au colis, à l'unité, donc il faut forcément qu'on maîtrise notre aspect opérationnel de manière à pouvoir vérifier qu'on soit bien efficace, mais dans un cadre qui est strict et qui est donné. Et donc chaque système va évoluer donc en fonction donc des différentes mesures, et donc on va mesurer pour percevoir un peu le retour et l'image qu'on a vis-à-vis des clients. On va mesurer pour s'améliorer en termes de qualité, de rapidité, donc la prise de décision, pour mieux planifier des ressources. On va mesurer pour contrôler nos marges, pour maîtriser les coûts, etc. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels donc, on va vouloir donc, des indicateurs de mesure. L'idée étant de ne pas se retrouver devant un mur d'indicateurs et de tableaux de bord, parce que sinon, on ne va pas forcément savoir s'y retrouver ou on va forcément pas savoir s'y retrouver. Et donc, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on doit mesurer, mais de quand est-ce qu'on doit les mesurer. On a besoin d'indicateurs réguliers quand il s'agit donc d'évaluer des fournisseurs, d'évaluer des enquêtes clients, de mettre en place des tableaux de bord qui vont nous permettre de suivre des quantités,
la production, de la disponibilité de machines, des taux de service, etc. Donc là, on a besoin, il y a un côté à la fois rassurant, un côté donc management également. On a besoin de ces indicateurs pour savoir ce qui se passe dans les entreprises et comment réagissent nos fournisseurs, comment réagissent nos clients. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon? On a besoin de le savoir et on va avoir besoin de le savoir par service. On a besoin d'indicateurs qui sont plus ponctuels. Quand on identifie des problèmes de qualité, des problèmes de réclamation client qui peuvent être récurrentes, quand on veut se remettre en cause sur un processus, quand on va se poser la question, j'étais chez un client hier sur laquelle on se posait la question, d'ailleurs on a deux types de palettes, est-ce qu'on les charge dans le sens de la longueur ou dans le sens de la largeur? En fonction du type de la palette, on va avoir des décisions différentes. Et puis, on se posait la question des chargements mixtes. Quand on a deux types de palettes dans le même camion, comment est-ce qu'on fait? Et donc, on a commencé à réfléchir, à monter des plans sur la comète, comme on dit. Et puis, à un moment donné, on a dit stop, on va arrêter là. On va déjà mesurer. Commençons par mesurer quelle est la fréquence à laquelle ça arrive. Est-ce qu'on parle de 70% des chargements qui ont des palettes mixtes ou est-ce qu'on parle de 3%? Alors évidemment, l'exploitant a une idée. Il sait si c'est plutôt 5 ou plutôt 70, mais on a besoin d'identifier, de remonter pour savoir finalement si c'est un cas qu'on doit traiter plutôt en priorité ou si c'est plutôt quelque chose d'exceptionnel et auquel cas on peut imaginer avoir par exemple des process par exception. Et puis, on a besoin d'indicateurs qui s'appellent des benchmarks. On a besoin de se comparer en termes de stratégie, en termes de marketing, en termes de présence sur le marché, de produits, de services. Donc, on se benchmark, on regarde ce qu'on fait. Et donc là, c'est un indicateur également qui va servir à la fois donc, à définir la stratégie, à en découler donc, les tactiques opérationnelles de manière à pouvoir calibrer l'offre qu'on peut avoir sur le marché. Un indicateur, par exemple, qu'on utilise nous quand on fait nos webinaires, on regarde combien de personnes s'inscrivent à nos webinaires, combien de personnes participent à nos webinaires et quels sont les découlés de ce webinaire. Est-ce qu'à l'issue du webinaire, on a des contacts commerciaux qui nous permettent de rappeler certains prospects et d'avancer avec eux sur aller jusqu'à aller à concrétiser donc un accompagnement. Typiquement, on a, nous, nos indicateurs de suivi avec le marketing et avec la production pour justement transformer les essais donc, de nos webinaires. Alors, l'indicateur de performance, c'est une donnée qui est calculée, que l'entreprise va utiliser pour définir, mesurer ses objectifs opérationnels et stratégiques. Ce qui est important ici, dans tout ce texte sur cet écran, c'est vraiment le calcul et la définition. On ne peut pas diffuser un indicateur si on ne sait pas comment on le calcule et si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça, on va en parler donc, un petit peu plus tard dans le webinaire et juste avant la conclusion. On n'a pas de nombre type, je ne veux pas vous dire il vous faut 3 indicateurs, 5 indicateurs, 750 indicateurs, surtout pas. C'est vraiment en fonction de l'actualité de l'entreprise. Encore une fois, on a ces indicateurs qui sont permanents, qui peuvent être considérés comme des indicateurs de suivi. Et puis, on a des indicateurs qui sont plus ponctuels, qu'on va associer à des plans d'action, qu'on va activer et désactiver en fonction donc, de l'actualité. Il m'arrive d'aller sur des sites clients, de voir des gens qui passent beaucoup de temps à constituer des indicateurs. Je leur demande de toujours les constituer, mais de ne pas les envoyer. Pourquoi? Parce que il y a certains indicateurs qu'on envoie et qui restent bloqués dans une boîte mail et qui servent à rien, ou qui servent plus parce que on en avait besoin un temps, et puis la situation s'est améliorée, donc on ne le regarde plus et pourtant on paye encore des ressources à constituer ces indicateurs. Donc mon conseil, c'est de dire
on les constitue, puisque si quelqu'un en a besoin, il faut être prêt à les transmettre directement, mais on ne les envoie pas. Et si pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, personne ne les réclame, ça veut dire que l'indicateur, on va passer du temps à le réaliser, à le calculer, à collecter l'information, la transformer, mais personne n'interprète cet indicateur, donc on peut laisser tomber cet indicateur. Voilà. Donc c'est important d'associer donc à la fois la définition et à la fois donc cette notion de fréquence et de savoir pourquoi on fait ces indicateurs. Le fait de savoir pourquoi on les fait permet aussi aux personnes qui vont collecter l'information, qui vont collecter et transformer l'information, quand bien même on ne peut pas digitaliser directement cette collecte et avoir un tableau de bord. Aujourd'hui, de nombreux systèmes, de plus en plus de systèmes le permettent, mais à un moment donné, il faut bien aller épuiser des informations pour les calculer. On a besoin de comprendre à quoi va servir cet indicateur pour éviter aussi d'avoir des fois des travers en disant de l'à peu près. Ouais, j'en avais quoi? J'en avais 57, ouais, allez, j'en mets 50, ça passe mieux, et je remplis cet indicateur. Non, il faut vraiment avoir l'exactitude, puisque c'est un outil de décision qu'on va utiliser ici. Alors, les objectifs des indicateurs sont des indicateurs donc, qui vont nous permettre à la fois donc, de calculer l'efficacité, on en a parlé, l'efficacité externe, comment est-ce qu'on est perçu par nos clients, l'efficacité interne, c'est en quoi nos services sont efficients à l'intérieur de l'entreprise. Ces indicateurs qui vont permettre de suivre des volumes, des flux, qui ne sont pas forcément amenés à prendre des grandes décisions, si ce n'est peut-être à voir arriver un pic et donc être obligé de mettre en place un système de ressources, de prévenir des fournisseurs, des clients, d'anticiper des risques. Et puis on peut avoir donc ces indicateurs donc, de saturation qui nous disent attention, alerte ici, il va falloir mettre en place quelque chose parce que sinon on ne va pas tenir. Et donc ça permet d'anticiper et de ne pas subir. L'indicateur BiteSmart, vous avez peut-être déjà entendu parler de cet acronyme, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. J'ai souvenir, il y a quelques dizaines d'années maintenant, que c'était comme ça qu'on définissait des indicateurs d'objectifs personnels qui permettaient ou non de toucher une prime à la fin d'un exercice. Voilà, spécifique, un indicateur, un objectif mesurable, une méthode de calcul qui est connue, j'insiste bien sur cette définition, c'est super important, atteignable, parce que c'est juste un indicateur pour se dire, ouais, pas de souci, on va y arriver, mais c'est un objectif dans 10 ans, c'est pas la peine. Donc on découpe, même si on a une vision à 10 ans, eh bien, on fait en sorte que on ait des jalons intermédiaires qui permettent que cet indicateur soit atteignable, qu'il faut être réaliste évidemment. Et puis donc avec ce temps, c'est sous combien de temps est-ce que je souhaite, je peux avoir donc cet indicateur. L'indicateur que chaque service de l'entreprise va faire, si on est sur un système pyramidal ici, vous n'allez pas tous les indicateurs, si vous êtes 50 dans l'entreprise, vous avez 5 indicateurs par personne, vous allez pas remonter à votre patron 250 indicateurs parce qu'il ne va pas savoir quoi faire. Par contre, il y a une capitalisation finalement de ces indicateurs, c'est-à-dire que lui a un tableau de bord sur lequel il va avoir par exemple ces cinq critères. Certains vont être bons, certains moins bons, certains dans le rouge. Et donc, quand il va avoir cet indicateur rouge, il va bien sûr se focuser dessus et demander à ses collaborateurs ou demander à aller voir de quoi est fait cet indicateur et qu'est-ce qui fait qu'il est rouge et quelle est l'origine du rouge. Et donc, on va descendre petit à petit différents services pour aller voir de quoi sont faits ces indicateurs. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui fait, quel est l'indicateur, quelle est la prise de mesure qui fait qu'il y a un élément qui remonte en rouge au niveau de la direction. Hein. Donc, on est sur un système pyramidal qui permet d'avoir là aussi un nombre d'éléments raisonnables pour chaque personne du service. Alors, comment on réalise des indicateurs? Donc, évidemment, on va sélectionner des processus. Hein,
on va décomposer ce processus en phases et en activités. C'est important de maîtriser ce découpage et de quoi finalement sont faits nos processus. À l'intérieur, donc on va sélectionner certains processus, certaines phases de manière très ponctuelle, et puis on va définir et construire ces indicateurs, donc avec des métriques, des fréquences, des agrégations possibles, hein, ce que je disais pour remonter des informations. Puis on va les formaliser, et puis ensuite on va les collecter et vérifier donc leurs résultats. Ça, c'est des étapes qui sont importantes puisque on ne peut pas se mettre ou se fixer d'indicateurs un peu à la légère en disant ouais, ben, ça doit être à peu près comme ça qu'il faut faire. Non, il faut vraiment découper le processus de manière à pouvoir, quand on est sur des réclamations par exemple, ou sur des anomalies qui arrivent de manière fréquente, on a un ressenti, on se dit bon, ça doit être ça. On a besoin de rentrer dans le process et se dire voilà, qu'est-ce qu'on va calculer? Alors on a des outils qui nous permettent d'identifier aussi, hein, si on trouve les fameux 5 pourquoi, si on fait les arbres d'Ishikawa, si on a donc des outils qui nous permettent de pouvoir rentrer en processus, de pouvoir attaquer un processus justement par ces risques et ces potentiels anomalies et d'aller mettre un indicateur dessus, c'est quand on est plutôt en action corrective. Je vous propose maintenant de lister quelques indicateurs, alors de manière non exhaustive, mais qui vont pouvoir vous permettre de calculer une efficience d'entreposage, une efficience de niveau de stock, une efficience en termes de transport, de livraison. N'oublions pas que toutes ces étapes qui se passent avant la livraison finale d'un client sont constituées de différentes phases et que le client final, lui, ne voit que la dernière étape, c'est-à-dire la livraison ou la non-livraison de son produit. C'est pas parce qu'on ne livre pas un produit dans les temps que c'est absolument un problème de transport. Le produit n'était peut-être pas disponible ou il n'y avait pas de ressources pour préparer la commande ou on n'avait peut-être pas le produit ou c'était bien un fournisseur, etc. Donc, voilà. Alors, on a différents indicateurs. Le premier qu'on appelle ici l'indice de rotation. Voilà, c'est donc ça exprime donc un article pendant une période considérée. C'est le nombre de fois où on renouvelle le stock. C'est donc la rotation du stock. Aujourd'hui, on considère que pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait du flux. Donc, il faut que on ait une rotation de stock minimum, c'est-à-dire qu'on recommande, on réapprovisionne. Si on stocke 100, si on vend 100 et qu'on stocke 20, ça veut dire qu'on renouvelle 5 fois le stock dans l'année, donc on est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est vraiment ce flux qu'on va aller voir et qui va nous permettre aussi de calibrer une organisation entre un stock, un flux et donc des outils de manutention qui vont nous permettre de couvrir. À l'inverse, on a donc un équivalent en jours de couverture de stock, c'est-à-dire que pour le calculer et pour l'expliquer rapidement, c'est-à-dire à partir du moment où je n'approvisionne plus un article et que j'ai donc une vente prévisionnelle, pendant combien de jours est-ce que je peux vendre mon produit sans arriver en rupture? Et ça me donne donc ma couverture de stock, mon jour de stock. Alors, évidemment, il y a des calculs et des jolies formules mathématiques derrière qui nous permettent d'estimer des jours de stock, des couvertures en fonction de la localisation des fournisseurs, de la fréquence, du produit, de la demande du client, en fonction d'aléas à prendre en compte. Et de stock de sécurité évidemment. Mais donc on a cet indicateur de jour de couverture qui nous permet de savoir si finalement on est plutôt bon ou pas bon en termes de coût de stock, ce fameux coût de possession qui va pouvoir donc, être expliqué à travers donc, ces indices de rotation, ce jour de stock. Un taux de remplissage des articles, évidemment, donc c'est un indicateur qui calibre le niveau des stocks cibles. Et donc, on va faire la différence entre le stock à l'instant T et puis donc
ce stock cible est disponible. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, hein, pour assurer, in fine, le taux de service qu'on peut avoir vis-à-vis des clients. Et puis, ce taux d'exécution des commandes qui nous permet de dire si, quand on reçoit une commande, on sait la traiter ou pas dans les temps en fonction donc, de l'engagement qu'on a donné à un client. Alors attention, on va bien calculer ce taux par rapport à un engagement client et non pas par rapport à des dates qu'on communique nous aux clients. C'est-à-dire que si le client, on peut avoir plusieurs indicateurs différents. Si le client demande une commande à recevoir le mardi 15, si je sais lui servir le mardi 15, j'ai pas de souci, mon indicateur est bon. Si je ne sais pas lui fournir le mardi 15, mais que je suis au vendredi 18, ça doit être ça, plus de 3 jours, donc au vendredi 18, le premier indicateur est mauvais, je n'ai pas su le servir au mardi 15. Par contre, je me suis engagé au 18 et j'ai su le servir au 18, donc là on a un deuxième indicateur qui dit ce sur quoi je me suis engagé, je vais respecter. Et puis si, in fine, on le livre que la semaine d'après, ben, les deux premiers indicateurs ici sont pas bons. Et donc, je suis ni assurer, garantir donc, la demande du client, ni garantir la demande sur laquelle, enfin la date sur laquelle je m'étais engagé. Et donc on a ici, on a quelque part une double peine. Et ça, c'est tout ce qui fait donc la relation finalement client, la tenue de ses engagements et à un moment donné peut-être des arbitrages. Hein, c'est un peu le principe du SNOP, c'est j'arbitre entre mes contraintes internes et puis les conséquences que peut avoir une non-livraison chez un client, quel que soit, j'allais dire, son secteur d'activité. Les indicateurs, on va en trouver aussi beaucoup en termes de transport liés à la livraison des produits. Les fréquences, les ponctualités, la livraison, la précision, la flexibilité, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va devoir mesurer. Si on est par exemple sur le temps de cycle commande-livraison, qu'on appelle le lead time, hein, eh bien on va comparer un lead time réel par rapport à un lead time prévu. La prévision, c'est vraiment le temps qui se passe, qui s'écoule entre je reçois ma commande et je livre le client. Et donc là aussi, on doit, j'insiste beaucoup sur cette date d'engagement, puisque un client est capable d'entendre qu'on va livrer à une date qui n'est pas forcément la plus favorable pour lui, donc des produits. Mais si on s'engage sur une date, il faut absolument la tenir. Et c'est tout le secret, j'allais dire, et tout l'art de la supply chain que de respecter ces engagements. Et quand bien même on ne respecte pas cet engagement, il faut qu'on aille découper, ce qu'on disait tout à l'heure, découper les processus, parce qu'à un moment donné, j'ai un écart qui peut être lié à l'émission de la commande, un problème de temps de traitement administratif, et des problèmes de rupture de fournisseur ou de non-livraison du fournisseur, un problème d'écart d'inventaire au niveau de la préparation, d'une inversion de produit au niveau de la préparation, d'un problème de route, d'expédition, de dévoyé, qui fait qu'à la fin, le client n'a pas son produit. On va être sur des fréquences de livraison. Alors là, on est plus sur des indicateurs de suivi et d'optimisation des tournées. Combien de fois je vais livrer ce client, combien de fois il me passe commande, etc. Donc là, ça permet donc plutôt d'améliorer des tournées de transport et de revoir et de reprogrammer ces différentes tournées. On peut avoir ici des indicateurs qui sont liés à la ponctualité des livraisons. Et encore une fois, on est en livraison, mais ça reprend tous les sous-processus qui précèdent. Est-ce que j'ai traité la commande dans les délais? Donc, je peux comparer le nombre de commandes que j'ai traitées dans les délais avec le nombre de commandes que j'ai reçues en tout. Il y a celles que j'ai donc traitées en retard, il y a celles que j'ai traitées en avance. Pourquoi? Parce que l'avance aussi peut perturber à un moment donné les clients, permet de faire du lissage de charges, mais c'est pas forcément ce qui est le plus favorable pour les clients. La précision des livraisons, donc la commande est-elle complète, est-elle conforme, pas conforme par rapport à la qualité, à la quantité, à l'emballage, à la documentation. Aujourd'hui, on attache énormément d'importance
au nombre d'étoiles, à la réputation pardon, digitale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un client qui est content va rarement prendre son téléphone et dire ouais c'est bon, ça s'est super bien passé, je mets 5 étoiles donc pour la livraison. Par contre, un client qui n'est pas content, lui va facilement le faire. Et donc s'il ne le fait pas, il faut qu'on comprenne pourquoi, il faut qu'on réponde, il faut qu'on mette en place des actions parce que aujourd'hui cette stratégie et cette réputation, cette e-réputation a des forts impacts, on le voit sur les activités à venir et sur les prises de commandes des différentes entreprises. Et puis, on a des indicateurs ici qu'on a appelé la flexibilité de la prestation. Quand j'ai des clients qui me demandent des modifications de quantité, de date, de produits, quand je demande des anticipations, des reports, etc. Donc, est-ce que j'ai su donc, être flexible finalement? Donc, on est plus sur je teste ma flexibilité avant même de tester finalement sa fiabilité. Autre indicateur de transport, alors, enfin de logistique, donc on a parlé de l'occupation des stocks. Ici, on va plutôt être sur un taux de saturation d'entrepôt, le nombre d'emplacements occupés sur un nombre total d'emplacements qui me permet de dire si est-ce que dans mon entrepôt, j'ai bien ces 10, 15, 20% selon les activités d'emplacement libre qui me permet de ranger dès que j'ai une réception et de sortir et de ne pas être obligé d'attendre que je fasse ma préparation de commande de la journée pour ranger les palettes que j'ai à quai ou que j'ai entre les travées, voire que j'ai en face une issue de secours ou un extincteur. Donc, c'est important de pouvoir maîtriser cette occupation et de pouvoir prendre les mesures, d'anticiper, soit d'aller chercher de la surface externe, soit de retarder des livraisons, mais en tout cas de mettre en place des actions qui font que je peux quand même continuer sans générer de la suractivité, des risques d'accident de travail, etc. C'est très important. La surface occupée sur la surface totale, le volume occupé sur le volume total, tout dépend des unités que vous allez gérer, des mètres cubes, des mètres carrés, etc. C'est vraiment là aussi, il n'y a pas de vérité, c'est vraiment des indicateurs qu'il faut associer à une activité réelle. Une précision d'inventaire, le nombre d'articles comportant des erreurs d'écart, des écarts d'inventaire par rapport au nombre total d'articles, les écarts physiques, alors dans les indicateurs, on a bien souvent des écarts entre le physique et le WMS, puis on peut avoir des écarts entre un WMS et un ERP. Et donc, voilà. Donc on a ici ces indicateurs à tenir forcément parce que les deux peuvent avoir des sources différentes. Un indicateur qui peut avoir une fiabilité de transmission informatique entre les deux systèmes d'information, et puis un autre qui va plutôt évoquer des problèmes de préparation avec ce fameux facteur humain qui intervient quand bien même on met tous les moyens en place et tous les détrompeurs en place pour limiter ces risques d'erreur. Des indicateurs de mouvement, donc là on va plutôt calculer un volume et vérifier une adéquation, un nombre de lignes d'entrée sorties sur une période, le nombre de lignes d'entrée sorties par jour sur un nombre total, donc aller chercher des pics, aller identifier ce qui se passe dans une journée. Est-ce que je fais 50% de mon activité entre 8h et 11h le matin? Est-ce que je fais 40% de mes préparations le lundi parce que je fais du e-commerce et que j'ai reçu des commandes le samedi, le dimanche? Donc, tout ça, c'est des choses qui se calculent de manière à anticiper et à mettre en place, soit à mettre en place les moyens pour répondre aux besoins, soit à anticiper, peut-être des fois avec le marketing, peut-être des fois avec les clients, en disant, attendez, moi, ça me perturbe que vous passiez la commande le lundi matin parce que j'ai déjà pas mal de commandes et en toute transparence, est-ce qu'il y a possibilité de la traiter le mardi, le mercredi et donc de changer quelque part des jalons et des curseurs de manière à pouvoir assurer encore mieux une qualité de service de manière plus sereine et sans se fixer trop de contraintes. Et quand on aborde des sujets tels que ceux-là avec des clients en évoquant de manière ouverte ces contraintes, en général, on arrive toujours à des solutions. C'est vraiment l'intérêt des indicateurs parce que derrière, on met en place une solution, c'est ce fameux cycle PDCA, Plan, Do, Check, Act, et on va aller vérifier que la solution que j'ai mise en place répond bien à cette problématique. À la fois, donc, l'action répond donc, à l'action que j'ai identifiée et cette action identifiée répond à l'anomalie que j'ai identifiée.
Et puis, on a des indicateurs de productivité, dont certains disent que c'est du flicage, mais c'est important aussi de fixer ces productivités parce que les prix de vente sont liés donc à ces prods, la répartition de la charge sur la journée, le nombre de lignes rangées, préparées par jour, le nombre de camions réceptionnés, le nombre de camions expédiés, le nombre de palettes de produits, de coups de flash, etc. Donc tout ça, c'est des données qu'on peut de plus en plus remonter puisque nos activités sont de plus en plus digitalisées, donc à travers des WMS, à travers des ERP, à travers donc une bonne collecte d'informations et un bon traitement. Encore faut-il ne pas remonter encore une fois trop d'indicateurs dans la foule. Si on revient sur la partie transport, hein, donc les délais de livraison, la ponctualité, les précisions, donc tout ça, c'est un peu une synthèse de ce qu'on a vu avant, donc qui permet donc d'aller mettre en place des plans et d'aller peut-être à un moment donné discuter avec son transporteur et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi la fiabilité n'est pas au rendez-vous, etc. Et en général, un bon acheteur, quand il va négocier son renouvellement de contrat ou quand il va faire un point d'activité avec son transporteur, doit arriver avec sa panoplie d'indicateurs et avoir une idée exacte finalement de la qualité servie au client. On a des indicateurs donc de productivité, de saturation, d'optimisation, hein, donc productivité, un nombre de colis traités, la saturation, donc un nombre de moyens expédiés par rapport à la capacité des véhicules, donc des poids, des moyennes de palettes, etc. Puisque pareil, en termes de tarification, il y a des fois des prestataires logistiques qui facturent plutôt au poids, d'autres au mouvement, au colis, etc. Et quand on a des évolutions de mix produits et de poids, donc on peut être amené à avoir des indicateurs finalement qui ne veulent plus forcément rien dire. Et puis des indices d'optimisation, donc avec l'optimisation des voyages, donc tout ça c'est quelque chose qui vont vous permettre d'optimiser, d'aller chercher donc des coûts, sachant qu'ici, hein, évidemment, quand on traite en moyenne ne veut pas dire pic, donc on peut calibrer des moyens, mais attention à ne pas les calibrer exclusivement sur de la. Les indicateurs vont nous servir aussi à avoir, donc, à tester finalement la compétitivité de l'entreprise, aller donc satisfaire un client. Et on a ici donc un mixte à trouver entre le produit, le service et quelque part c'est ce fameux ratio coût-qualité. Ça me permet de mettre en place le bon niveau de service, le bon niveau de produit qu'attend le client, de ne pas être dans la surqualité. Parce que la surqualité va avoir un coût assez fort. Et donc, on est ici sur un indicateur qui nous permet de vraiment correctement nous positionner, soit en termes de délai, soit en termes de disponibilité de stock, soit en termes de décision de stratégie make to order, make to stock, et donc de pouvoir assurer un service sans générer forcément donc, de surcoût dans l'activité. Et cet indicateur qu'attend le client, il peut être à différents degrés. On a un indicateur qu'on utilise de plus en plus qui s'appelle le SLA, le Service Level Agreement. C'est un accord contractuel. Cet indicateur, il va vous servir à passer un contrat entre partenaires, entre fournisseurs et donneurs d'ordre. C'est un indicateur qui va non seulement permettre donc, de mettre ces résultats sur un document et de les partager, mais qui va permettre à un donneur d'ordre de dire attention, je constate ici que les délais, les engagements que vous avez pris ne sont pas au rendez-vous et je me donne le droit de dénoncer un contrat et de mettre fin à un contrat de manière anticipée, sans préjudice, etc., voire même d'aller plus loin. Le SLA, c'est vous achetez un équipement de manutention, il doit être disponible 95% du temps, la maintenance doit se faire le samedi matin quand vous n'avez pas d'activité, et puis quand il tombe en panne, vous avez un engagement d'1 heure pour ouvrir, pour qu'il y ait une réponse à un ticket d'ouvert, et puis vous avez un engagement de 4 heures pour une première intervention et de 24 heures pour un changement de pièce, par exemple.
Eh bien, vous allez payer hein, cette notion de service. Vous avez droit à ce que ce service soit respecté. Et s'il n'est pas respecté, vous êtes peut-être pensé ou que plus expédié. Donc, c'est vos indicateurs pour le coût de livraison et de taux de service client qui vont chuter. C'est votre réputation qui va chuter. Donc, vous avez fait le maximum. Et donc, à votre partenaire fournisseur donc, de tenir cet engagement et de minimiser au maximum donc, les impacts d'une panne, d'une capacité. Un SLS, c'est aussi une capacité. Hein. Je m'engage à traiter 10 000 lignes de commande tous les jours. Je m'engage à traiter, à mettre en place des équipes de nuit quand on a un seuil qui dépasse tel niveau, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a un impact direct sur le contrat. On a des impacts sur l'écoute des besoins clients, les attendus et finalement son ressenti du client entre ce que je réalise et ce qu'il attend. C'est pour s'assurer que finalement on répond bien aux attentes et qu'on a bien compris les attentes de nos clients. Alors quand je dis de nos clients ou d'un service en interne de l'entreprise, évidemment, un client interne, un client externe. Et puis on a nos fameux KPI, Key Performance Indicators, pour mesurer, pour améliorer, puisqu'encore une fois, on améliore ce qu'on mesure. Donc pour s'améliorer au quotidien, et là c'est plutôt un outil qui est aussi un outil de management, hein, très clairement, de manière à pouvoir faire progresser son organisation interne, ses équipes, et prendre des décisions qui vont bien. Et donc, ces indicateurs vont nous permettre d'avoir un avantage compétitif sur le marché. On est ici sur des indicateurs de service, hein, les taux de fidélisation des clients, l'ancienneté des clients, le taux d'évolution de la clientèle. J'accélère un petit peu parce que je vois qu'il est 11h48, c'est un bon indicateur aussi. La valeur du client sur toute sa vie, hein, voilà, donc comment est-ce qu'on positionne ce client. Donc ça, on est plutôt sur un suivi d'une exécution, on est plutôt sur un constat et ça permet peut-être d'ajuster son offre, de faire des efforts pour tel ou tel client, de s'assurer que c'est toujours facile d'aller chercher un client, c'est toujours plus difficile de concerner un client. Donc ça, c'est l'indicateur qui vont nous permettre d'identifier quels sont les axes d'amélioration et qui vont générer forcément des plans d'action par derrière. Et puis, si on est toujours sur ces indicateurs de service, donc la satisfaction des clients, quelque chose d'important, le score net, ce qu'on appelle le score net du prescripteur, c'est important puisque un client peut aller parler de vous en bien à un autre, à un prospect, à un autre client potentiel, et donc c'est ce qu'on appelle cette notion de prescripteur. Si ça se passe bien, je vais plutôt en parler à d'autres en leur disant vas-y parce qu'ils sont plutôt bons. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut se calculer aussi, donc beaucoup en marketing digital d'ailleurs. Et puis donc le score différent, le score d'effort du client, c'est est-ce que c'était facile pour le client de passer la commande ou pas. Voilà, donc déjà la phase, tester finalement la phase quelque part avant. Ces indicateurs de performance, évidemment, il ne suffit pas de les mettre dans un fichier Excel, sur un document ou de mettre sur une feuille volante ou de se dire ouais, c'est bon, je l'ai en tête. Ils doivent faire l'objet d'un rapport, d'un compte rendu, d'une discussion, d'un comité de pilotage, d'un comité de direction. On va en mettre spécifiquement en place sur un projet, puis on va les transformer sur des choses qui sont un peu plus continues. Et tous les jeudis matins, on va se réunir et on va analyser donc ces indicateurs. Et on va en faire une évolution et on va en faire des plans d'action et on va agir. Donc, ils ont besoin d'être concis, d'être fiables, d'être fournis dans les délais, c'est important, de manière à prendre les bonnes décisions au bon moment dans l'organisation. Et donc, ce système de compte-rendu doit être aussi en place et identifié, de concaténation doit être identifié dès le départ quand on met en place ces indicateurs. Faire des rapports à la direction, fournir une base solide et surtout faire des contrôles de cohérence quand on fournit un indicateur et que on voit qu'on est à 88% alors que d'habitude on est à 95%, et bien il faut très rapidement et en peu de mots et peu de phrases expliquer pourquoi on est passé cette semaine de 95 à 88, quel est l'événement qui a fait qu'on a chuté, de manière aussi
à bien expliquer. Et là encore, je prône pour la transparence, hein, en disant, ben voilà, ok, l'indicateur est pas bon, il suffit pas d'aller modifier un chiffre pour dire non, non, mais finalement c'est 88, mais en fait c'est 95 comme d'habitude, mais non, il faut vraiment être factuel sur le sujet, sur le rapport. Ce rapport, c'est un outil de communication qui va permettre de remonter encore une fois des informations qu'on va venir expliquer en comité de pilotage ou que quelqu'un va collecter pour analyser votre résultat, hein, puisqu'on n'a pas forcément le lien direct pour expliquer un résultat, mais en tout cas, il faut qu'on donne donc ces fameuses billes pour pouvoir expliquer donc des niveaux d'indicateurs. Aujourd'hui, ces indicateurs, j'ai parlé un peu d'utilisation, ils peuvent être extraits sans aucun problème dans des ERP, dans des WMS, si tant est qu'on ait des outils et des systèmes de fiabilisation de remontée de données. On capitalise donc sur des bases de données, hein, sur des outils, sur des bibliothèques de données qui viennent nous permettre dans des cubes d'aller chercher toutes les informations et de pouvoir identifier les indicateurs. Bien souvent, quand on a un besoin, on exprime son besoin, on fait ce qu'on appelle une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on vient commencer à le tester un peu sur Excel, on affine la source, le mode de calcul, l'interprétation qu'on peut avoir, et une fois qu'on est plutôt à l'aise avec l'indicateur qu'on aura mis en place, on fait la démarche dans une organisation d'aller voir un système, le service informatique et de faire automatiser donc, cet indicateur, cette remontée, à condition évidemment que tous les éléments soient dans la base de données et soient fiables. Et auquel cas, donc, ça permet aussi de gagner du temps. Et ça, posez-vous la question de savoir comment est-ce qu'on alimente ces indicateurs. Est-ce que c'est plutôt de la collecte manuelle? Est-ce que la collecte est fiable? Est-ce qu'on peut aller chercher un système d'information de manière à pouvoir optimiser au mieux cet outil et ne pas aller passer une demi-journée à faire un indicateur qui finalement n'est pas très, qui est moyennement intéressant. Si on conclut ici, on dit qu'on a donc différents types d'indicateurs, des indicateurs de suivi, des indicateurs de performance et des indicateurs contractuels, que ces indicateurs sont à long terme, ils sont ponctuels, hein, encore une fois, on est plutôt sur les choses soit sur la durée, soit parce qu'on a un événement qui s'est passé et pour répondre à cet événement et pour garantir qu'il n'y ait pas une répétition de cet événement, bah, je vais mettre en place ponctuellement un indicateur. Une fois que l'anomalie semble maîtrisée, que les indicateurs reviennent au vert, et qu'on garantit que bah, le processus et les actions qu'on a mis en place sont dans les mœurs, inutile de suivre cet indicateur. On le retire. Peut-être on en met en place pour traiter notre difficulté à la place, mais en tout cas, on ne va pas s'amuser à calculer quelque chose qui finalement va être vert toutes les semaines. Une quantité raisonnable, hein, d'où cet intérêt de rajouter, d'enlever des indicateurs, mais en tout cas une quantité forcément raisonnable. Un pilotage de ces indicateurs, c'est important. Si les indicateurs, encore une fois, vous passez du temps à les réaliser, ça tombe sur un bureau et puis il ne se passe rien, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc on pilote et puis donc on peut faire du benchmark à travers donc, ce qu'on appelle en supply chain le modèle score. Qu'on a ici, où on va découper finalement des processus de l'achat jusqu'au vente client. Et à l'intérieur de ces processus, on va mettre en place des indicateurs et on va pouvoir se comparer avec ces pairs sur le marché qui font le même service, qui font le même produit, puisque évidemment, on ne va pas comparer un indicateur industriel nucléaire avec un indicateur de l'industrie agroalimentaire. Ça n'a pas de sens, sauf peut-être à un moment donné des taux de service ou des taux de disponibilité de machines. Mais en tout cas, on va essayer plutôt de se comparer. Si on se compare avec des entreprises qui sont plutôt similaires. Voilà, je crois que j'arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et évidemment, il est temps de passer aux questions, mais il est aussi temps de passer à la réponse au quiz qu'on a lancé en tout début donc, de session, hein, puisque pour ceux qui nous ont rejoints donc, en cours de route,
se poser la question du taux de service ici qu'on pouvait avoir quand on nous passe une commande sur 2 articles, 50 unités chacun, et qu'on livre ces articles 50 d'un côté, 49 de l'autre. Quel est le taux de service? Alors, je vais regarder. Je vais regarder si vous avez pu répondre au quiz et aux questions. Alors, parce que c'est intéressant, avant de vous fournir le résultat, de savoir si certaines réponses étaient bonnes ou pas. Alors, il y a du délit d'initié là chez certaines personnes. Alors, on propose 99%, on propose 0, 50 et 99. Voilà, c'est les 3 valeurs qui reviennent régulièrement. Alors, effectivement, on peut calculer un taux de service, mais il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'est-ce que j'attendais en termes de taux de service, ni la définition, ni le mode de calcul. Et donc, quand on passe au mode de calcul et définition, eh bien, on a trois calculs ou 3 taux de service différents qu'on peut calculer. Je suis plutôt en position d'acheteur. J'explique qu'il y a mon fournisseur qui n'a pas livré en intégralité ma commande, une commande en anomalie sur une commande commandée, 0% donc de taux de service sur cette commande-là. Je suis le vendeur, je dis bah, attendez, vous m'avez commandé 100, je vous en ai quand même livré 99, donc on a un taux de service à 99%, oui, à l'unité commandée. 99%, pourquoi pas, ça peut marcher aussi. Et puis à la fin, on va se mettre d'accord, tant bien que mal, entre l'acheteur et le vendeur, parce qu'il y a 2 lignes de commande, il y en a une qui a été livrée en intégralité et l'autre non. Et donc il y en a une qui est à 0, l'autre qui est à 1, et donc on est à 50% si on calcule à la commande. C'est extrêmement important, surtout quand on est sur des relations contractuelles, de bien définir comment on calcule cet indicateur, quelles sont les sources de données, parce que des fois je parle de la même chose, mais je n'ai pas les mêmes sources et donc je n'ai pas les mêmes quantités, de manière à pouvoir se mettre d'accord sur ce mode de calcul. C'est très vrai ici, c'est très vrai aussi quand on parle d'indicateurs de résultats d'inventaire, bien souvent entre un prestataire et son donneur d'ordre. Il faut vraiment bien aller chercher à la fois comment on calcule et à la fois quels sont les impacts financiers qu'on peut avoir derrière. Allez, un dernier petit mot. Excusez-moi, j'ai un tout petit bug sur une image, mais c'est pas grave. Tac, je vais essayer de l'enlever quand même. Voilà, j'ai un indicateur de vérification qui ne s'est pas bien passé. Voilà. Voilà, donc ici, on parle d'indicateurs et donc on a ces indicateurs qui peuvent être à la fois, qui sont pour moi des outils clairement de management. Et puis, vous avez eu la source qui a été diffusée récemment sur LinkedIn, donc Keep People Informed, Involved, Interested, Inspired. Donc, tous ces acronymes qu'on peut mettre au bout de KPI qui ne sont pas uniquement des indicateurs financiers, productivité, etc. C'est vraiment l'occasion aussi de créer du lien, de mettre en place des discussions en termes de management entre différents services, entre hiérarchies dans un service, de manière à pouvoir être très factuel dans les discussions, dans les conversations. Voilà. Et évidemment, en qualité donc de cabinet conseil, on peut vous aider à mettre en place, nous, notre idée, encore une fois, notre essence, c'est de mettre en performance vos activités logistiques, de stockage et de distribution. Donc, on peut vous aider à identifier, avec les différentes expériences qu'on peut avoir, les meilleurs indicateurs à mettre en place, et puis les plans d'action, évidemment, qui vont avec. Voilà, alors le temps que vous passiez, qu'on passe aux questions, 3 dates que je vous propose de retenir. Donc, nous serons présents sur le salon Euro Supply Chain de Mulhouse le 8 juin prochain, avec 2 interventions sur une conférence plénière et puis un atelier spécifique qu'on va organiser. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin des liens, je peux vous les communiquer
sans aucune difficulté. Un événement qu'on organise à Paris le 15 juin sur des projets d'automatisation. Donc, si vous avez des velléités d'automatiser vos activités, on va parler méthodologie, on va parler technologie disponible et on aura la plupart des fournisseurs de technologies d'automatisation, donc de petits volumes, donc de bacs, principalement bacs et colis, qui seront présents l'après-midi pour répondre et pour participer à une table ronde et présenter leurs solutions. Donc n'hésitez pas, ça va être une journée qui s'annonce assez riche. Dans le 13e arrondissement, on sera accueilli par Neomol Business School. Et puis, nous serons également présents sur le salon au mois de novembre, donc Transport et Logistique Meetings. Ce sera à Cannes. Et j'espère que ça va être un festival entre nous et nos prospects et nos clients. Voilà, alors place aux questions maintenant, puisque j'ai un tableau de bord qui me permet d'avoir des indicateurs et des questions. Alors les premières, c'était plutôt les réponses au niveau donc, du quiz des indicateurs. Ensuite, j'ai une autre question. Est-ce que depuis quelques années, vous avez vu chez vos clients une évolution de la gestion des stocks en raison des difficultés d'approvisionnement? Autrement dit, est-ce qu'il y a une tendance à gonfler les stocks pour éviter des ruptures? Et si oui, est-ce que cela a une incidence sur une gestion d'entreposage? Alors, ben, évidemment. Alors, on est un petit peu en marge des indicateurs, mais effectivement, on a des indicateurs qui ont permis d'identifier ce besoin d'augmenter des stocks. Il y a eu un gros coup de un gros effet quand même en tout début. Donc, on a commencé à sortir des pénuries avec des stocks qui ont été donc des commandes et des appros qui ont été très très sécurisants. Et puis finalement, qui ont gonflé des stocks, mais de manière un peu plus durable que prévu. Il y a des stocks qui sont encore aujourd'hui assez hauts, alors qu'on a passé cette phase de pénurie. Et donc oui, il y a des indicateurs, et notamment un indicateur qui s'appelle le coût de possession, qui prend en compte finalement toutes les tranches de coûts qu'on a cumulées, de la commande, du transport, de la réception et de la mise en rack. Donc tout qui a été cumulé entre la commande et la mise en stock, qui vient valoriser finalement le produit qu'on a dans les stocks, et ces coûts de possession ont pu monter. Alors, volontairement chez certains clients qui ont voulu avoir un avantage concurrentiel par la disponibilité produit, et puis peut-être un peu plus involontairement chez des clients qui auront augmenté leur stock, et puis qui malheureusement n'ont pas forcément les ventes derrière associées, ou n'ont pas pu produire parce qu'il n'y avait pas forcément la main-d'œuvre pour pouvoir le faire, ou ils ont eu donc des retards ou des reports de commandes. D'autres clients n'ont pas eu la chance de le faire aussi, c'est-à-dire qu'ils avaient des stratégies plutôt mono fournisseurs et ont eu des gros problèmes d'approvisionnement avec un impact assez conséquent derrière sur tous les projets de l'entreprise et les résultats de l'entreprise également. Alors, une autre question. Comment résistez-vous à une direction générale qui vous demande de mettre en place et de produire un trop grand nombre d'indicateurs? Eh bien, comment je réagis? On explique factuellement que si on a un mur d'indicateurs devant nous, on a du mal à identifier sur quels indicateurs il faut agir. Donc on explique qu'un indicateur c'est fait alors soit pour suivre une activité, soit pour suivre une marge, soit pour avoir un indicateur contractuel vis-à-vis de relations commerciales qu'on peut avoir. Et donc il faut qu'on trouve un moyen de concaténer ces indicateurs, c'est-à-dire qu'on me demande d'en produire 30, ok, est-ce que je fournis les 30, est-ce que je concatène les 30? Après tout, si c'est des directions qui veulent suivre tous les indicateurs, pourquoi pas? Si on me demande moi de les suivre, je vais avoir du mal et je ne vais pas savoir faire. Donc c'est une question aussi de dire, il ne faut pas prendre du temps pour réaliser un indicateur qu'on n'aura pas le temps de suivre pour le coup derrière, ou sur lequel on n'aura pas le temps d'agir. Donc, proposer de prioriser, à vous de prioriser un indicateur en disant, OK, on en est 30. Là, aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'entreprise, c'est tel sujet. Donc, je vous propose de suivre prioritairement cela et de suivre les actions et leur évolution. C'est finalement du quick win,
parce que vous allez vous rendre compte que 80% des ennuis, pour être poli, vont concerner peut-être que 20% d'une activité, d'une tranche d'activité. Hein, Pareto est toujours parmi nous. Et donc, vous allez plutôt proposer de suivre 20% des indicateurs qui vont permettre de résoudre, ou tout au moins d'améliorer 80% des anomalies que vous pouvez constater. C'est comme ça que je vous conseille l'approche. Alors, pas de questions ici. Merci pour pas de questions. Est-ce que vous constatez chez vos clients le développement des indicateurs liés à la RSE et au développement durable? Alors, plus que des indicateurs, c'est des engagements, effectivement, qu'on constate, mais qui vont nécessiter effectivement des indicateurs, puisque pour fixer, ce que je disais tout à l'heure, pour fixer des objectifs qui sont smart, eh bien, il faut savoir d'où on part systématiquement. Et donc, quand on parle de RSE, alors il y a une partie RH, hein, alors on traite pas beaucoup RH, on discute très peu RH avec le client, puisque nous, on est plutôt sur la partie opération, mais quand on va mettre en place des suggestions de nouveaux systèmes de manutention, d'amélioration, d'un peu d'automatisation, etc., forcément, on a un impact positif, et on veut dire qu'on a un impact positif sur la partie conditions de travail. Et donc, il y a effectivement des calculs très simples hein, sur des notions qui sont RH, hein, donc les accidents, les presque accidents, les accidents avec arrêt. Donc, tout ça, c'est des indicateurs qui existent et qui sont normalisés pour le coup sur le mode de calcul. On a des indicateurs qui sont liés plutôt à la consommation d'énergie. Voilà, donc ça, après, c'est des relevés, c'est des compteurs intermédiaires qui sont mis en place, c'est des estimations aussi quand on compare de type d'engins avec de technologies différentes et peut-être des consommations différentes à la clé. Et puis, on a des clients qui mettent en place effectivement ces indicateurs parce que dans leur cycle et dans leur process de production, ils vont avoir de la récupération de matière qu'ils vont pouvoir recycler derrière et remettre en service. Ils vont avoir de la récupération d'eau qui vont filtrer, traiter pour la réinjecter, etc. Donc oui, la partie RSE nécessite la mise en place d'indicateurs. On a mis en place, nous, donc, la certification Calliope. On a dû mettre en place également des indicateurs. Donc, toute mise en place, finalement, nécessite l'introduction d'indicateurs. Encore faut-il qu'ils soient donc en nombre raisonnable et qu'on puisse aller tester leur efficacité. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on a fait le tour. Il semble qu'on ait fait le tour. J'ai plus de questions. N'hésitez pas. Alors, je vous remets mes coordonnées. N'hésitez pas à nous adresser un mail, à passer un coup de fil si vous avez des besoins, que ça concerne le sujet du jour sur ces indicateurs, que ça concerne d'autres sujets, des besoins, pour en savoir plus sur votre de service. On est à votre disposition. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre participation. Au revoir.